Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la COP21. Le projet d'accord sur le pacte climatique des Nations Unies vient d'être dévoilé à Paris après 2 semaines d'intenses négociations. Le texte a été dévoilé par Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères et président de la conférence du climat cette année. Il a été traduit dans les 6 langues officielles de l'ONU et les ministres participants et originaires de 195 nations vont envisager son adoption. Si cela échoue, cela pourrait se poursuivre jusqu'à dimanche, mais pour beaucoup de responsables gouvernementaux, l'accord sera atteint. Les délégués ont négocié pendant 15 jours, cherchant à mettre un terme à des décennies de désaccords entre nations riches et pauvres, tout comme la question du financement de ce combat à plusieurs milliards de dollars contre le changement climatique. Environnement toujours. Pendant des siècles, la morue de l'Atlantique, ou cabillaud, était le poisson le plus populaire et abondant dans la région de l'Atlantique Nord. Mais les chercheurs lancent un cri d'alarme. Les morues seraient au bord de l'extinction en raison de l'impact du réchauffement climatique. À New York, dans un restaurant de fish and chips, on sert de la morue de l'Atlantique. La plupart des clients ignorent tout du fait que ce poisson pourrait se voir bientôt retiré du menu. Pendant des milliers d'années, le cabillaud était extrêmement abondant et les pêcheurs disaient en riant qu'ils pourraient traverser l'Atlantique en marchant sur leur dos. Mais ces dernières décennies, les chalutiers ont été responsables de surpêche. Les autorités de contrôle ont imposé une réduction des quotas drastiques, pensant pouvoir reconstituer les réserves. Mais selon une étude publiée dans le magazine Science, la forte augmentation de la température de l'océan dans le golfe du Maine a supprimé la capacité de la morue à se reproduire. Des scientifiques travaillant pour l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, ou NOAA, se sont rassemblés pour discuter des données. Il y a des preuves scientifiques très claires que le changement climatique et le réchauffement des océans affectent la distribution et la productivité des réserves de poissons, en particulier en Nouvelle-Angleterre où pour diverses raisons, le réchauffement de l'océan est plus fort. L'étude montre que les eaux situées entre le Maine et les provinces maritimes du Canada se sont réchauffées 99,9% plus vite que les eaux des océans du reste du monde, principalement en raison de l'impact très fort des courants chauds tels que le Gulf Stream. Nous ne pouvons pas modifier la température du golfe du Maine. Nous ne pouvons pas changer les niveaux d'acidité dans le golfe du Maine. Nous pouvons juste jouer sur les niveaux de pêche et nous ne connaissons pas vraiment l'influence de ce facteur. On peut abaisser les quotas de pêche, mais cela ne signifie pas forcément que les réserves vont revenir au niveau d'avant. Les réserves de morue de l'Atlantique ont été récemment calculées. Elles seraient environ 3 ou 4% des seuils de renouvelabilité. Les chercheurs sont ainsi convaincus qu'il existe un lien entre le réchauffement de ces eaux et la capacité de reproduction du cabillaud. Mais ce qu'ils ignorent, c'est la manière dont la morue va s'adapter à ces conditions à l'intérieur de son écosystème, comment elle va évoluer. Malgré des quotas de pêche 95% inférieurs à ce qu'ils étaient auparavant, les scientifiques estiment qu'il leur est impossible de prévoir si cela s'avérera suffisant pour sauver la morue de l'Atlantique de l'extinction. Les Néo-Zélandais ont fait le premier pas vers un changement de drapeau après la mise en place d'un référendum public sur cette question. Le drapeau actuel a été adopté il y a 113 ans et portait l'Union Jack pour refléter l'héritage britannique du pays. Mais les citoyens doivent désormais décider s'ils veulent le remplacer par un nouveau dessin, à savoir un brin de fougère argentée. Flottant haut dans le ciel bien au-dessus du port d'Auckland, l'actuel drapeau néo-zélandais représente un Union Jack bien distinct qui reconnaît la fondation du pays en tant que colonie britannique. Mais le gouvernement veut du changement. Un référendum vient juste de se tenir entre 5 dessins différents. Et après les premiers votes, le principal choix s'est porté sur un dessin noir, blanc et bleu, avec une fougère en argent et une croix du Sud. Nous devons rester fiers et dire « Nous sommes la Nouvelle-Zélande ». Chris Mullane a porté bien haut un nouveau dessin de drapeau durant toute l'année et il déclare qu'il est temps d'accepter la fougère d'argent. La fougère est partout sur nos plaques d'immatriculation, sur nos passeports et c'est déjà un emblème officiel de la Nouvelle-Zélande. Donc pourquoi ne pas fièrement l'attraper et la montrer afin que tout le monde puisse la voir? Cependant, l'association des services des vétérans de la guerre veut conserver le drapeau actuel car plus de 30 000 Néo-Zélandais sont morts au combat sous ce drapeau durant 100 ans. Il s'agit d'une bannière sous laquelle ils ont combattu. Ils ont marché dessous ce drapeau et il a été ici pendant très longtemps.
Ce projet de drapeau coûtera 26 millions de dollars néo-zélandais, mais les sondages indiquent que la plupart des personnes ne veulent pas de changement. 60% ont déclaré qu'ils soutenaient le drapeau actuel et 12% veulent un changement. Et 28% pourraient changer d'opinion en fonction du dessin proposé. La dernière phase du processus de décision se déroulera en mars prochain quand il y aura un autre référendum visant à choisir entre l'actuel drapeau et l'alternative préférée. Et le débat est houleux quant à savoir lequel représentera la Nouvelle-Zélande. Et l'un des groupes en faveur de l'abandon de l'Union Jack est le groupe République de Nouvelle-Zélande, qui veut qu'un chef d'État indépendant remplace la reine d'Angleterre. L'une des principales questions est l'indépendance. Donc nous pensons que la Nouvelle-Zélande a besoin d'être vue comme indépendante et aucun autre drapeau de pays ne doit apparaître sur notre drapeau. Donc nous sommes en faveur d'un changement du drapeau. 48% des personnes ayant le droit de voter ont participé au premier référendum en vue de choisir une alternative, mais davantage devraient participer au vote final l'année prochaine. Vous avez ceux qui veulent garder le drapeau actuel, vous avez ceux qui soutiennent la fougère et aussi ceux qui veulent le pic rouge. Donc plutôt que d'être quelque chose qui unit, je pense que cela divise davantage. Et en se basant sur les sondages actuels, davantage de personnes pensent que ce drapeau continuera de flotter au-dessus du port d'Auckland pendant encore un siècle. Cette seconde partie d'édition est consacrée aux actualités chinoises et nous commençons avec de la diplomatie. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a passé en revue le travail diplomatique de la Chine en 2015 lors d'un symposium à Beijing. Il a déclaré que l'image internationale du pays s'en était trouvée renforcée grâce à une série d'initiatives et de plans ayant un impact large sur le long terme. Les relations avec les États-Unis, la Russie et l'Europe centrale se sont fortement développées. Nos stratégies de développement ont été pleinement coordonnées et intégrées, et la construction de l'initiative Une ceinture et une route a vu des progrès significatifs. La recherche de la Chine sur les théories diplomatiques a été approfondie de façon continue, et elle a avancé des propositions majeures telles que la construction d'une communauté humaine avec un destin commun. Pour 2016, Wang Yi déclare que l'initiative de la ceinture et de la route est l'objectif principal. La Chine se concentrera sur une meilleure interconnectivité ainsi que sur la coopération en matière de capacité internationale. Il a indiqué que la Chine tenterait également de tracer une voie visant à favoriser le développement économique mondial. Le ministre a déclaré que la Chine jouerait un rôle actif dans le règlement positif de sujets d'importance, de même que pour la coopération antiterroriste internationale. Également au programme se trouve la promotion du développement régional et l'établissement d'une communauté asiatique à la destinée commune. Une autre priorité est la protection des intérêts des citoyens chinois à l'étranger, ainsi que la légalisation des droits et propriétés du peuple chinois et autres entreprises situées à l'étranger. L'entrepreneuriat est favorisé en Chine et pas seulement dans les villes. Nos équipes ont filmé un programme de formation agricole et de cours de start-up Internet. Ce programme est dispensé à plusieurs milliers de jeunes des zones rurales de la province du Liaoning. Âgé de 28 ans, Jiang Tingen a découvert le domaine professionnel qui lui correspond le mieux, à savoir la vente en ligne de spécialités locales telles que le riz et les crêpes chinois. Il y a quelques années, il débutait une carrière de vendeur. À l'heure actuelle, sa boutique hébergée sur le site internet Taobao, la version chinoise de eBay, compte 12 employés, 2 entrepôts et des commandes qui s'accumulent. Je pense que dans le cas du commerce en ligne, plus le produit est unique et plus il plaira aux acheteurs. Le succès de Jiang Tingen peut paraître banal, cependant peu d'entrepreneurs de start-up passent le cap de la première année, à plus forte raison lorsque ces entrepreneurs se trouvent en région rurale. Plus que jamais, le développement rural est lié à l'entrepreneuriat, mais à l'heure de la domination d'Internet, les jeunes des zones rurales désireux de mettre sur pied leur propre affaire commerciale se trouvent souvent bloqués par un budget et des connaissances limitées. Pour résoudre ce problème, un programme de formation agricole et de commerce électronique est aujourd'hui dispensé à des milliers de jeunes de Panjin. Aucune condition n'est exigée pour y participer, si ce n'est un fort désir d'ouvrir son propre commerce. Le programme dure 7 jours. Il couvre des domaines clés du commerce électronique, tels que l'image du produit, les services aux clients, les techniques promotionnelles et la logistique.
Ce programme a aidé de jeunes entrepreneurs à obtenir les compétences et la connaissance dont ils ont besoin. Cependant, le manque de capital risque de contrarier leurs ambitions. Le gouvernement local a donc proposé plusieurs moyens de les motiver, dont des espaces de bureaux gratuits. Il a aussi ouvert un site internet, lieu de rencontre des investisseurs et des nouvelles entreprises. D'ailleurs, le programme de l'année prochaine sera encore mieux adapté. Le programme futur sera divisé en 4 parties. Chacune d'entre elles est dédiée à un groupe particulier de jeunes. Une partie pour ceux qui ne sont pas certains de devenir entrepreneurs, une autre pour ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs, la troisième pour ceux qui viennent de commencer dans l'entrepreneuriat et enfin une dernière pour ceux qui exercent déjà mais qui veulent se développer. Dans le cadre de la campagne nationale de cette année et pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi, de nombreuses incitations sont proposées aux jeunes. Des jeunes qui tentent d'ouvrir leur propre entreprise au sein de plateformes financières et politiques comme Beijing ou Shanghai. Par ailleurs, le pays ne veut pas que les régions rurales soient à la traîne. Et nous terminons ce journal avec un épisode douloureux de l'histoire chinoise. La résistance du peuple chinois contre l'invasion japonaise a duré 14 ans, de 1931 à 1945. Des millions de soldats chinois ont perdu la vie lors des combats au nom de leur patrie. Parmi eux se trouvait un talentueux pilote, Gao Zhihong. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Gao et ses compatriotes sont honorés au mémorial de la résistance du peuple chinois contre l'invasion japonaise. Les histoires de ces défenseurs de la paix rappellent aux visiteurs d'aujourd'hui le prix de la liberté. Né en 1907 dans la province du Liaoning dans le nord de la Chine, il s'appelait Gao Mingjiu à sa naissance. En 1925, Gao Zhihong a été sélectionné comme l'un des 28 jeunes pilotes à suivre un séjour de formation de 2 années en France. En 1931, après l'invasion japonaise de la Mandchourie, les armées du général Zhang Xueliang en charge de la région se retirent sans chercher la confrontation. Déçu par la situation, Gao part alors rejoindre l'armée de l'air du gouvernement de Chiang Kai-shek. En 1935, après une année de formation et d'études des avions en Italie, il a refusé l'invitation de Benito Mussolini de rester dans le pays, déclarant « Je ne veux qu'être un soldat chinois ». Il est rentré en Chine et a formé beaucoup de jeunes pilotes chinois. Le 7 juillet 1937, l'incident du pont Marco Polo fut l'élément déclencheur de la Seconde Guerre sino-japonaise. 4 mois plus tard, le talentueux pilote Gao Zhihong perd sa vie lors d'un combat aérien à l'âge de 30 ans. Le 14 août 1937, malgré la faiblesse de la force aérienne et la politique de non-résistance du gouvernement, Gao a insisté pour combattre les forces aériennes japonaises et fut le premier à abattre un avion de combat japonais. Malheureusement, il perd la vie lors d'un raid japonais le 21 novembre à seulement 30 ans. 78 ans après, sa photo et certaines de ses affaires se trouvent dans le mémorial de la résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise, aux côtés de celles de ses camarades, y compris les 1520 dirigeants de régiments ou supérieurs. Il fut l'un des rares à cette époque à partir étudier à l'étranger. Pendant la guerre contre l'invasion japonaise, peu de soldats sont allés comme Gao Zhihong à l'étranger pour des études des technologies avancées. Ils étaient principalement divisés en 2 parties. D'un côté, les hauts dirigeants militaires comme Chiang Kai-shek qui sont partis au Japon et pour y suivre des études dans les écoles militaires. De l'autre, ce sont les dirigeants de l'armée de l'air, de la marine ou des forces spéciales. Par exemple, Gao Zhihong, eux, sont allés en Allemagne, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis pour étudier des technologies avancées. Mais Gao Zhihong était-il différent de ses compatriotes? Non, pas vraiment. Comme beaucoup, il fait partie de ces trop nombreux jeunes hommes qui ont perdu la vie au combat au nom de la patrie.
Durant la guerre contre l'invasion japonaise, l'armée chinoise a perdu près de 4 millions de soldats. Un récent recensement a montré que le nombre exact est d'à peu près de 3,8 millions. Nombreux sont ceux qui n'ont même pas laissé un nom. Dans le mémorial, il y a une photo du combat de Huche, un combat des offensives des 100 régiments. Sur la photo, il y avait un soldat très jeune étendu dans une mare de sang. Beaucoup de visiteurs sont étonnés qu'il soit tellement jeune. Mais comment s'appelle-t-il? Personne ne le connaît. Derrière chaque photo, chaque objet exposé, il y a une histoire. Créé en 1987, le mémorial se trouve en plein cœur de la ville de Wanping, tout proche du pont Marco Polo. Des photos, des peintures, des sculptures et des objets anciens sont exposés dans les 6000 m² du site et jusqu'à présent ont accueilli plus de 20 millions de visiteurs, de très jeunes aux personnes âgées, des Chinois et des étrangers. Beaucoup de visiteurs se disent très touchés par les histoires des héros qu'ils ne connaissent guère. Je trouve que la guerre est très cruelle. Je suis très touchée. Je pense que c'est grâce à eux que nous avons une vie heureuse comme celle d'aujourd'hui. Et nous devons chérir la vie. Cette année marque le 70e anniversaire de notre victoire contre l'invasion japonaise. Donc nous voulions amener notre enfant ici en visite et lui demander de retenir l'histoire pour bâtir une Chine plus forte et réaliser notre rêve chinois. 2 heures de visite ne sont pas suffisantes pour connaître toutes les histoires de ces défenseurs de la nation. Leurs histoires individuelles seront sans doute oubliées, mais ils nous laissent la paix et la stabilité pour lesquelles ils se sont battus et que nous devons chérir. Le mémorial a servi dans le passé et continuera à servir de centre à l'avenir pour tous ceux qui ont vécu l'histoire et pour rendre hommage à leurs anciens amis ou camarades et à ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'en savoir plus sur les héros qui n'ont épargné aucun effort pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre en paix. Ceux qui ne devraient pas être oubliés et qu'ils ne sont pas seulement des héros du peuple chinois, mais aussi ceux du monde. Ils ont donné leur vie pour lutter contre le fascisme sur l'un des principaux champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition d'Afrique Info. Excellente suite de programme sur notre chaîne.